Bonjour à tous et bienvenue dans ce troisième webinaire construction intérieure. Je suis Philippe Drestou, je suis directeur marketing de l'association ouvrière des Compagnons du Devoir et je suis heureux de vous accompagner pour cette troisième édition de ce webinaire construction intérieure. Ce sont des rencontres qui nous amènent petit à petit vers un colloque qui aura lieu en 2021, en octobre 2021. Pour l'instant, donc, on est à notre troisième rencontre sur un nombre total de 6 qui sont aujourd'hui à distance. Ces rencontres ont pour vocation de traiter de sujets multimétiers de l'aménagement intérieur. Alors, pour traiter de ces sujets multimétiers, petit mot, bien entendu, vous pouvez poser vos questions tout au long de cette heure que nous allons passer ensemble en utilisant la touche Q et R, qui veut dire questions et réponses, qui est au bas de votre écran. Les dernières rencontres, donc les deux derniers webinaires ont traité tout d'abord de l'usage et puis aussi ensuite de la santé et du bien-être. Et nous avions avec nous les regards transverses on va dire, d'utilisateurs, de techniciens, et puis celui de notre grand témoin qui nous accompagne depuis le début. Alors pour ceux qui n'étaient pas présents aux premières rencontres, il s'agit de Philippe Simet, philosophe de la ville et de l'architecture et également enseignant à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Bonjour à toutes et à tous. Merci Philippe d'être encore avec nous aujourd'hui. À ses côtés pour évoquer les sujets de l'esthétique et du bel ouvrage, puisque nous sommes sur ce sujet-là pour ce troisième webinaire, nous accueillons Chloé Michaud, Victor Guédy et Thomas Bouton. Merci à vous trois d'être parmi nous aujourd'hui et puis d'avoir accepté de contribuer à ces échanges sur ce beau sujet qui est l'esthétisme. Alors Chloé, tu es compagnon serrurier métallier, tu es chef de projet au sein de la société Duno Mallier. Victor, toi, tu es compagnon tailleur de pierre, tu es chargé d'affaires aux ateliers Saint-Jacques à Coubertin. Et Thomas, toi, tu es designer et fondateur du studio Design in Silo. Chloé, on va commencer avec toi. Ces échanges, nous allons… bonjour Chloé, oui, très juste. Nous allons commencer par poser des constats. Alors, poser des constats, c'est-à-dire qu'au vu de l'expérience que tu as de chef de projet, où tu vois une vision un petit peu globale des choses, il te permet de formuler un premier constat général. Quand on parle d'esthétisme, de développement durable, quand tu le transposes sur l'opérationnel terrain, qui est ton quotidien de chef de projet, ça t'inspire quoi en fait? Bien, souvent, l'esthétisme prime énormément. Et puis, après, derrière, on demande aux professionnels de répondre à toutes les autres questions, alors que si on travaille avec des architectes ou des décorateurs, souvent on s'aperçoit que les questions de technique et de durabilité ne sont pas étudiées suffisamment en amont. Et donc, on reste essentiellement sur l'esthétique. Après, c'est aux professionnels de trouver les solutions, mais on est essentiellement sur l'esthétique. Et donc, c'est un petit peu dommage de devoir tout remettre en question après pour être plus éthique. Donc, ça veut dire que quand tu dis l'esthétisme passe en premier lieu, il passe devant toutes les autres composantes d'une affaire, que ce soit les usages, que ce soit l'économique, que ce soit le développement durable. Comment on l'explique ça? Alors, après, l'économique, plus ou moins, parce que forcément, quand on touche au portefeuille, souvent, c'est ce qui fait que les projets peuvent encore réévoluer. Mais on l'explique malheureusement par un manque d'anticipation du projet, de vouloir parfois sur un coup de tête ou un caprice, vouloir intégrer quelque chose de nouveau ou même une construction nouvelle. Mais on n'étudie pas la destinée, tout ce qu'il y a, toute l'enveloppe, ce qu'il y a autour et ce dans quoi va s'intégrer le projet. Et si on devait récupérer, on va dire, ce sujet de développement durable au fur et à mesure d'un projet, alors qu'il n'a pas été pensé au début, ça a de gros impacts, ça chamboule beaucoup la vie du projet? Là, ça va dépendre un petit peu du type d'ouvrage. Forcément, si on touche à l'enveloppe et tout ce qui est un peu tout ce qui va être thermique et tout ça, oui, ça peut vite changer pas mal de choses et remettre en question le projet. Mais c'est toujours aux professionnels de trouver les solutions, alors que parfois, il aurait fallu l'étudier avant de lancer la machine.
Du coup, tu es en train de nous dire que sur le chantier, c'est un petit peu comme dans la vie quotidienne où finalement, on a peut-être avoir au début une ambition de développement durable qui va peut-être s'étioler au fur et à mesure en fonction des contraintes qu'on va avoir à gérer, qu'elles soient budgétaires, techniques ou je ne sais quoi. Il y a peut-être des actions, des points particuliers à mettre en place pour permettre au durable d'exister de manière continue, de manière soutenable, et puis que ce soit mis d'une manière spontanée par les donneurs d'ordre. Comment, quand on est chef de projet, justement, et qu'on a les donneurs d'ordre en face, on arrive à les faire aller vers ce développement durable, au-delà de l'esthétique? C'est d'identifier tout de suite les contraintes qui vont être présentes. Enfin, les contraintes, oui, j'appelle ça des contraintes, mais qu'il faut prendre quand même dans le bon sens pour justement être durable et éthique. C'est les identifier le plus rapidement possible si ça n'a pas été fait. Et puis, y remédier ou trouver des solutions en s'entourant de bon nombre de personnes très compétentes aujourd'hui qui sont spécialisées dans certains domaines pour nous aider à trouver ces solutions. Ces solutions-là, elles existent, les solutions, mais il faut vraiment tout de suite identifier les problématiques dès le départ. Et les professionnels, ils sont gréés pour gérer ce genre justement de situation, pour faire face à un architecte qui va apporter l'esthétique, pour faire face à un économiste de la construction qui va plutôt travailler sur l'économique. Quand on est au creux de tout ça, toi, en tant que chef de projet, tu es au creux de tout ça, comment tu ramènes le sujet du durable? Déjà, parce que c'est clairement quelque chose qui doit et qui devrait tous nous toucher. Donc, il faut simplement rappeler ce professionnel l'identité principale qui est d'être humain et de tous cohabiter. Donc, avant de vouloir juste vendre son projet et de gérer son portefeuille d'achat, c'est qu'il faut que le projet ait une destinée long terme, quoi. Donc, Il faut à un donner du moment, sens, en fait. tout à fait, mais qui c'est pas toujours très compliqué. Il faut juste un petit peu rappeler qui on est, quoi. Merci Chloé. Alors je me tourne, quand on parle d'esthétique, on parle aussi d'architecture et alors, quand on bascule entre philosophie et architecture, on est forcément dans le bel ouvrage. Donc Philippe, quand tu entends ces propos où on se dit d'abord le beau et puis le reste suivra ou pas, qu'est-ce que ça t'inspire toi quand tu entends ça, notamment par rapport à l'urbanisme, à la conception d'une ville, à la conception des habitats? Est-ce qu'il y a une solution de sortie? Est-ce qu'on arrivera à faire cohabiter esthétisme et durabilité? Ah bah, je crois qu'il y a un danger de penser la question esthétique ou la question formelle indépendamment de ces conditions de possibilité matérielle. Du coup, on a des formes qui sont des formes pures qu'on va essayer de plaquer ensuite sur des matériaux ou sur des processus et ça ne marche pas. Et Chloé disait justement, ce qui est important, c'est d'identifier dès le départ les contraintes. Ces contraintes, ça peut être des contraintes techniques. L'architecture, l'artisanat, ce sont des arts sous contrainte. Donc, l'esthétique, elle vient de la rationalité de la mise en œuvre. Quand on a une esthétique qui n'a aucun rapport avec la rationalité de la mise en œuvre, ça ne marche pas. Donc, si on veut que des questions d'écologie, de développement durable et des questions esthétiques coïncident, il faut se demander quelles sont les contraintes que nous imposent aujourd'hui les grands enjeux écologiques, de quelle manière on les intègre a priori dans nos processus de conception et de transformation de la matière et de réfléchir à l'esthétique qui en suit. En fait, on ne peut pas, parce que sinon on va venir coller en fait, une esthétique sur des processus de fabrication qui lui sont étrangers. Et quand on est entrepreneur, quand on est chef de projet et qu'on a à gérer justement ces différentes, on va dire, grandeurs, paramètres, c'est quoi ton conseil? Mais je crois qu'il y a un enjeu fondamental aujourd'hui à réfléchir à l'esthétique du développement durable, ou à dire qu'en fait, on a besoin d'une esthétique qui renvoie à des façons vertueuses de transformer la matière.
Et donc là, il faut avoir des processus de projet, et je me mets du côté des architectes, qui sont nourris, qui sont ancrés dans la réalité, dans la compréhension de ces matériaux et de la réalité de leur transformation. Donc si les architectes ne vont pas au plus près des matériaux, s'ils ne comprennent pas la nature et la façon dont ils sont transformés, en fait, ils vont avoir une esthétique inadéquate. Frank Lloyd Wright disait « sortez la nature des matériaux ». Ça veut dire travailler le matériau dans un sens conforme à sa nature, ne cherchez pas à lui donner une autre nature, qui serait celle d'une esthétique qui serait purement conceptuelle, intellectuelle. Voilà, l'esthétique, elle naît de la transformation de la matière. Il y a du coup une esthétique de la mise en œuvre, en fait, quelque part. Parce que sans mise en œuvre, il n'y a pas de... Absolument, il y a une esthétique de la mise en œuvre et finalement, il ne faut pas regarder simplement, il ne faut pas mettre l'esthétique du côté du produit, il faut mettre l'esthétique du côté du processus. C'est aussi le terme, le titre de notre rencontre, l'art du travail bien fait. L'esthétique, elle est dans la façon de travailler au plus juste techniquement, au plus juste éthiquement, un matériau. Très bien, merci à vous deux pour ces points de vue très opérationnels et puis qui transpirent le quotidien. Alors, on reste sur le chantier avec toi, Victor. Je rappelle que tu es compagnon tailleur de pierre, tu es chargé d'affaires aux ateliers Saint-Jacques. Lorsqu'on parle de chantier esthétique, durable, tu dois avoir, toi, j'imagine, des idées de chantier exemplaires. Je crois même que tu es venu avec des photos à nous faire partager pour nous faire un peu rêver et justement traiter de cette esthétique de la mise en œuvre. Ouais, complètement. Bonjour à tous. Je vais rebondir sur ce que vient de dire Philippe à l'instant parce que j'ai des exemples, on va dire, d'architecture et on va dire, d'utilisation du matériau duquel je m'occupe, qui est la pierre, dans l'architecture, plus particulièrement l'architecture d'intérieur et dans le design et dans le mobilier. Et donc, j'ai des bons exemples et des mauvais exemples d'une esthétique intégrée véritablement aux conditions de réalisation du travail. Et donc, je vous partage ça tout de suite. Voilà, je vous présente d'abord un peu d'architecture d'intérieur. C'est un chantier qu'on a fait aux ateliers Saint-Jacques, donc simplement la partie pierre. Et c'est pour vous dire que sur des chantiers, si vous voulez, c'est on va dire, des présentations de réalisation d'ouvrages très bien faits dans le domaine du luxe. Et le domaine du luxe est assez paradoxal dans le sens où il peut être à la fois très, très vertueux et très proche des savoir-faire et de ces mises en œuvre, et puis en même temps complètement dégénéré dans certains cas. Donc là, on est dans une cuisine, c'est ça? Là, on est, si vous voulez, dans un appartement parisien qui est à Passy. C'est l'appartement du décorateur Joseph Diran. Nous, on a réalisé les arches qui sont en pierre. Et donc, on est, si vous voulez, dans une utilisation, on va dire, assez durable du matériau pierre, dans le sens où là, par exemple, l'arche qu'on a devant les yeux, c'est de la pierre de Massangis. C'est une pierre qui est extraite dans le Châtillonnais. C'est près de Chablis. Donc, ça n'a pas un impact carbone délirant. Il y a seulement de la pierre qui est appareillée avec un système classique. Donc, on a à peine l'utilisation de la colle. On a juste fait des joints esthétiques. Mais en soi, la pierre de par on va dire son système constructif, tient d'elle-même. Donc, je veux dire, on n'a pas par là de colle, on n'a pas besoin de nid d'abeilles, on n'a pas besoin de rajouter des millions de matériaux et des millions de savoir-faire. Et l'ensemble du chantier a été pensé comme ça, avec un coordonnateur, si vous voulez, écologique sur le chantier. C'est des chantiers tels qu'on peut se permettre d'avoir un pilote pour l'exécution du chantier, mais aussi un pilote pour la partie écologique qui va contrôler tous les matériaux, toutes les colles et faire en sorte que ce soit optimal. Ce ne sera jamais idéal parce qu'une colle PU reste une colle PU, comme une résine, mais ça n'empêche que ça permet d'avoir souci de ça. Donc voilà, on a cet exemple-là. Vous avez différentes arches. Et là où c'est important pour nous aussi, c'est, si vous voulez, la différence qu'on va faire sur les chantiers entre une architecture d'intérieur comme celle-là, qui va être comme serait une maison d'architecte, un projet durable qui pourra, mettons, durer 50 ans, ça pourrait durer 100 ans avec de l'entretien, on va dire, mais ce n'est pas soumis, en tout cas, aux règles des modes, comme pourrait l'être le domaine du retail, c'est-à-dire de l'aménagement de boutique dont je vais parler juste après, qui, lui, en gros, est soumis vraiment aux politiques de remise à niveau et où, par période, et où, en fait, les matériaux, comme le matériau pierre, qui est quelque chose d'assez lourd dans son extraction, dans l'impact que ça peut avoir, est envisagé comme, en gros, du papier peint.
Donc voilà, là je vous passe des exemples de ces Donc, là. donc là, par rapport à, tu faisais référence à une pierre qui est extraite dans le Châtillonnais. On a pensé la pierre par rapport à son usage esthétique, par rapport à ses caractéristiques physiques et aussi par rapport à l'impact carbone, ou finalement c'est le hasard qui a fait ça. Non, c'est pas tant le hasard, c'est pas tant le hasard parce que ça fait partie des choses qui sont on va dire, des plus-values, de la même manière que le Made in France fait plaisir à tout le monde ou est un gage de bon goût. Dans le domaine du luxe, avoir de la pierre française, ça participe aussi à une certaine esthétique française, à un certain bon goût qui est reconnu internationalement. Donc, avoir une pierre qui est extraite en Bourgogne, ça évoque le Gevrey-Chambertin, ça fait plaisir à tout le monde, quoi. C'est vrai que ça fait plaisir à tout le monde. Et il y a un volet économique. D'ailleurs, on a une question qui apparaît dans le chat là-dessus. Comment on sensibilise le client par rapport au choix d'un matériau, au-delà de l'esthétique et de sa durabilité, par rapport à la dimension économique? Est-ce qu'un client va être capable de mettre plus de budget pour de la durabilité ou pas? Et comment on le sensibilise à ça? Eh ben, comment on le sensibilise à ça? En fait, j'ai envie de vous dire, pour la question de la pierre, la question du budget, elle est inversée. C'est-à-dire qu'ils sont habitués à utiliser des matériaux du bout du monde qui coûtent un bras. Et en fait, on tâche plus de leur… Enfin, ce décorateur est intéressant parce qu'il est très sensible à l'artisanat français. C'est une espèce d'ambassadeur du bon goût français, de nouveau espèce de… Enfin, lui, il se décrit comme une espèce de nouveau classique. Et donc, lui cherche à utiliser vraiment des matériaux qui font sens. C'est-à-dire que utiliser de l'onyx, par exemple, c'est une pierre qui est extraite en Iran et qui coûte extrêmement cher. Alors, à partir du moment où on utilise plutôt du plâtre ou des pierres calcaires sédimentaires françaises, on s'en sort bien mieux. Donc, en fait, la question économique n'a même pas à être spécialement abordée. Ok, ça se fait tout seul. Ouais, Tu avais d'autres exemples vertueux? Parce qu'après, tu le disais, dans le luxe, on peut arriver aussi à faire des choses alors, qui n'avaient pas de sens. je passe quelques slides. Ça, par exemple, c'est typiquement ce qu'on appelle du retail. Donc, c'est l'utilisation de la pierre qui va être conçue comme un papier peint. Donc, elle va être sur nid d'abeille. Elle va être collée à l'APU sur des surfaces en placo, sur des murs qui, eux, sont construits en béton. Et donc, c'est vraiment la pierre comme on utiliserait de la céramique ou ce genre de choses. Et c'est vraiment utilisé pour des boutiques qui sont en fait éphémères, quoi. Donc, voilà, ça, c'est la boutique qu'il y a à Milan, il me semble. Et donc, ça vous fait des jolies boutiques, si vous voulez, mais qui sont des pop-up, quoi. Et à mon avis, si on cherche à s'intéresser à la durabilité d'un matériau et plutôt d'une construction d'intérieur et d'un regard architectural, c'est pas vers ce genre de choses qu'il faut aller, dans le sens où c'est vraiment du consommable et où on transforme la pierre énormément par des résines, par des colles vinyliques, par ce genre de choses. Et Donc pour toi, ça, c'est une limite en fait de l'usage que l'on peut avoir de cette matière. ouais, pour moi, c'est le moment, en gros, où on va sortir de la phrase de Frank Lloyd Wright que citait Philippe tout à l'heure. C'est le moment où on va utiliser le matériau comme une palette Photoshop, où on va avoir un répertoire de matières et où on va mettre telle matière sur telle modélisation 3D. Par exemple, pour mettre le sac rose en valeur et les talons roses, eh ben, on va mettre une matière noire. Pour présenter quelque chose qui va être plus rouge, eh ben, on va mettre une matière blanche. Le marbre, c'est assez sympa, c'est rococo, ça va bien avec l'esthétique Dolce Gabbana, donc ça va être du marbre. Et c'est une réflexion très intellectuelle qui est déconnectée, on va dire, c'est une réflexion a priori qui ne s'intéresse pas du tout à ce que serait le matériau, ce que naturellement le matériau pourrait avoir à offrir, quoi. Donc là, en fait, on va essayer de répondre à un cahier des charges à tout prix parce que on a une paire de chaussures roses qu'il faut mettre en valeur. On va positionner une matière qui va mettre en valeur cette chaussure rose. Donc, on va travailler sur l'esthétique, mais au diable, le volet économique, le volet durable, c'est ça? On va privilégier avant tout l'esthétique. Je ne suis pas dans la tête des archis de la maison. Mais esthétiquement, toutes les boutiques dans le retail, généralement, c'est des jeux incroyables. Moi, je pense qu'esthétiquement, il y a des réalisations qui sont très, très fortes. Là, par exemple, on le voit assez peu sur cette image, mais si on se met dans l'alignement du couloir, vous aviez toute une espèce d'anamorphose qui se créait entre les éléments de marbre muraux et de sol noir et blanc. Et donc, ça vous crée une espèce de perspective un peu Renaissance. Donc, à mon avis, il y avait quelque chose d'assez fidèle à l'esthétique italienne en général.
Le volet économique et le volet planning du chantier, lui, il doit être, à mon avis, très serré par des économistes parce qu'on est dans du retail, donc chaque jour compte pour vendre des produits. Donc, l'économie, disons qu'elle est très présente, mais elle va seulement dans un sens qui est celui du profit. Et ensuite, à mon avis, la partie durabilité, oui, elle est un peu reléguée au second plan dans le sens où on s'intègre souvent dans une construction qui existe, qui doit être une construction, mettons, béton. Et puis, tout est à l'économie. Donc, vous allez avoir des cloisons en BA13 qui vont être couvertes avec du marbre. Le marbre est là parce qu'on a besoin de son aspect grandiose, mais voilà. Comment on va sensibiliser du coup un client comme qui a pour ambition, lui, de vendre ses paires de chaussures et ses sacs à main, et de lui dire, mais pour les vendre, il y a aussi les mettre en valeur, d'accord, mais le volet développement durable, comment on lui vend? Comment on le sensibilise là-dessus? Je pense que c'est des domaines, je pense qu'ils y sont sensibles, mais qu'ils ne peuvent pas l'appliquer dans tous leurs domaines, parce que je pense que le domaine de la vente et de la vente en boutique, ça doit être quelque chose d'assez rigoureux et enfin, voilà, qui obéit à des contraintes économiques fortes. Dans le domaine du luxe en général, l'appartement que je montrais avant, par exemple, utilise la pierre de manière massive. C'est-à-dire que la cuisine qu'on a vue, qui était en marbre, c'est un marbre qu'on a travaillé dans la masse avec des plaques de 8 cm qui sont usinées par des machines à commande numérique qui en fait génèrent pas de pollution puisque les eaux qu'on utilise sont en circuit fermé, que les boues sont récupérées et servent à fertiliser des champs. Donc, il y a une utilisation de la pierre avec ce que la pierre imposerait d'elle-même, qui en plus est souvent plus qualitative parce que ça vieillit mieux et qu'on peut employer. Donc, moi, je sais pas je connais pas l'ensemble de l'activité, mais demain, si Dolce réalise des intérieurs ou des appartements luxueux pour des clients particuliers, à mon avis, ils auront naturellement tendance à aller vers ces solutions-là. Nous, c'est les solutions, en tout cas, qu'on leur chiffrera. Et donc, voilà. Le temps que ça prend de sensibiliser un client dans le cadre d'une négociation commerciale pour répondre à un cahier des charges, de le sensibiliser sur ces volets de développement durable, c'est important dans la négociation ou c'est quelque chose d'anecdotique où on passera rapidement dessus de peur de perdre le contrat? Non, c'est quelque chose, ça va dépendre des projets. Mais enfin, nous, on fait très peu de retail, donc je ne saurais pas parler de ça. Mais dans les projets de retail, les entreprises sont consultées à un moment donné où le train passe à 250 à l'heure. Il faut monter dedans si on veut avoir le marché. Et si vous ne montez pas dedans, le marché y passe parce que la boutique, dans 6 mois, il faut qu'elle soit ouverte. Donc, c'est pas les entreprises avec toute leur bonne volonté et leur charte éthique qui arrivent à influencer ça, quoi. Enfin, pas à cette étape-là, en tout cas, de la réalisation. Je pense que c'est plus dans des étapes, c'est plus un travail de long terme, c'est-à-dire que l'architecte dont on a fait l'appartement juste avant, on a une relation avec lui qui est de longue date. Ces chefs de projet nous connaissent, ils viennent aussi vers nous parce qu'on va travailler la pierre d'une certaine manière et ils viennent chercher un rapport, on va dire, assez sain et immédiat avec un matériau. Et donc voilà. En fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu comme dans tous les domaines, c'est-à-dire que c'est à nous d'incarner une posture et si elle est légitime et si on l'incarne bien, les gens viendront naturellement la chercher ou seront sans doute en verront la valeur ou en verront la légitimité. Bien, d'accord. Par rapport aux images de chantier que tu nous présentes, par rapport à ce matériau pierre que tu vends bien, on a des questions qui arrivent et qui nous demandent est-ce que du coup, finalement, la pierre est devenue un matériau de luxe? Est-ce que la pierre est devenue un matériau de luxe? La pierre, elle est utilisée à la fois dans les soubassements d'églises romanes dans le Poitou-Charentes et à la fois dans l'appartement des grandes fortunes françaises. Donc, je ne sais pas trop. Pour moi, le luxe, c'est non, et on la vend à tous les prix, quoi. Ça dépend des projets, ça dépend de la façon, ça dépend de son extraction. Et voilà, non, c'est un matériau. Après, dire est-ce que c'est un matériau de luxe ou pas, je ne saurais pas dire. Même le bronze, qui peut paraître être un matériau archi-luxueux, c'est utilisé à la fois dans des projets de bronze industriel qui ne sont pas nécessairement du luxe, et puis dans des choses très, très luxueuses. Donc, alors, si c'est luxe ou pas, est-ce qu'on peut dire que c'est un matériau durable? On a une question qui vient aussi d'arriver en disant finalement, même si elle est extraite à des endroits un petit peu éloignés du chantier, l'analyse du cycle de vie de la pierre sera toujours meilleure qu'un matériau synthétique. Est-ce que tu partages? Oui, complètement. Et en fait,
j'aurais peut-être dû partir de là, mais je cherchais par mes photos à montrer la légitimité durable de l'emploi de la pierre dans des projets modernes. Parce que nous, on va dire dans notre cœur de métier, on est habitué à poser une pierre sur une église pour 300 ans. Donc, on est, on va dire, comme un couvreur qui poserait une ardoise et qui va être content parce que son ardoise va être posée pendant 150 ans. Donc, on est un petit peu, on va dire, j'ai même le sentiment, dans l'extrême durabilité parce que la pierre dure, elle a mis des millions d'années à se former et elle met des millions d'années à se détruire. Donc, mon propos cherche plus à expliquer comment on peut faire des choses modernes et des appartements neufs avec, s'il y a certaines contraintes de respecter, qui soient tout aussi durables. Voilà. Alors, je vais te demander d'arrêter ton partage d'écran. On va se tourner vers notre philosophe parce que quand on parle d'espace-temps, on n'est pas loin de la philosophie. Donc, je rebondis sur cette pierre, matière, espace-temps. Philippe, quand tu entends les propos de Victor, d'ailleurs, merci encore Victor pour ce témoignage vivant avec de belles réalisations. Quand tu entends les propos d'un homme de métier comme tu viens d'avoir, qu'est-ce que toi, ça t'inspire quand tu attaques l'esthétique, le durable dans un habitat, que ce soit avec les approches vertueuses ou les limites qui ont été présentées? Je crois que la question qu'il faut se poser, c'est quelle est la juste utilisation d'un matériau, c'est-à-dire comment je peux justifier l'utilisation d'un matériau. On est les héritiers d'une histoire qui a complètement effacé les conditions d'extraction et de transformation des matériaux qui se sont mis à circuler un peu partout sur la planète, et notamment avec tous les matériaux composites comme les bétons, les plastiques. Ça vient d'un peu partout, ça peut être mis en œuvre n'importe où, et malheureusement aussi par n'importe qui. C'est des matériaux qui ont été aussi pensés pour délégitimer tous les savoir-faire. Donc, la mission qui est la nôtre, c'est de recorréler déjà ces matériaux à leur lieu d'origine. C'est-à-dire que si vous regardez ce magasin Dolce & Gabbana qui va plaquer de la pierre sur du béton et que vous corrélez ça à ces lieux d'extraction et que vous voyez les images en fait, de l'extractivisme un peu partout dans le monde, vous avez juste envie de pleurer. Voilà. Maintenant, quand vous voyez du marbre OK, il est peut-être venu de loin, mais il a été bien travaillé et pour très longtemps, c'est tout à fait autre chose. Donc, il faut redonner du sens à la transformation des matériaux, il faut réfléchir sur leur juste utilisation, et c'est comme ça qu'on pourra refonder une nouvelle esthétique. Parce que la mission qui est la nôtre, c'est quand même aujourd'hui de réfléchir à notre usage des ressources, voilà, et notamment des ressources matérielles. Donc, je crois qu'il ne faut pas arriver avec des dogmes en disant ça on a le droit, ça on n'a pas le droit, mais voilà, si c'est du bois, d'où vient-il, comment a-t-il été coupé, comment les arbres ont-ils été coupés, comment ça a été travaillé, comment ça a été mis en œuvre, et c'est toute cette histoire-là qu'il faut raconter et pas juste le produit final. Et je crois que c'est comme ça que des gens vont rentrer dans cette histoire-là, vont être sensibles à cette histoire-là et se sentir concernés par ce qu'il arrive aux matériaux et par ce que tous les matériaux racontent, tout ce que ça raconte finalement, la transformation de la matière. Alors, dans ton propos, en fait, tu as presque repris une question qui vient d'être posée et on va aller un petit peu au-delà avec cette question, puisque la question c'est quel est le rôle de l'industrie du luxe avec toutes ces dérives délirantes qu'on peut imaginer dans la sauvegarde des savoir-faire traditionnels. Tu as parlé d'esthétique, tu as parlé de savoir-faire. Comment justement tu positionnes ce luxe, cette esthétique et ces savoir-faire? Alors, il y a une réponse en deux temps. L'industrie du luxe, elle a été là sociologiquement pour incarner une forme de dépense. C'est comment ça s'appelle cette expression de Veblen, la dépense ostentatoire.
En fait, les classes, la noblesse, la haute bourgeoisie a toujours eu besoin de manifester cette forme de dépense ostentatoire pour montrer qu'elle était au-delà des contingences matérielles. Donc, il faut gâcher. Donc, à ce titre-là, on a tout un tas d'images devant les yeux où on voit à quel point, finalement, aujourd'hui, le luxe correspond finalement à la gabegie face aux ressources et à l'opposé en fait de ce qu'il faudrait faire. Et en même temps, on sait très bien qu'il y a beaucoup d'industries du luxe et d'associations qui se sont créées pour défendre des savoir-faire qui étaient en train de disparaître, du travail du métal, des plumasseries, parce que voilà, donc il y a un rôle de sensibilisation qui a joué. Ces industries du luxe, elles ont une visibilité, une surface médiatique, une puissance économique qui leur permet de se mettre au service d'une belle esthétique et pas d'une triste esthétique comme ça a été le cas souvent jusqu'ici. Ok, merci beaucoup à vous deux pour ce deuxième témoignage. Maintenant, je vais me tourner vers toi, Thomas. Donc, quand on parle d'esthétique, on parle forcément de design. On pouvait pas y passer, y couper. On va terminer donc ces témoignages avec cette approche design. Quand on a préparé la rencontre, Thomas, il est apparu que ton approche elle était très transverse par rapport à ce qu'on avait pu regarder avec Chloé, avec Victor, au travers de leurs approches terrain, au travers de leurs témoignages sur des chantiers. Toi, il semble que quand on échange avec toi, tu matérialises le lien entre design et développement durable. Et comment tu définirais ce lien justement entre design et développement durable? Bonjour à tous. Effectivement, pour compléter ce qui a été dit précédemment, je pense que relier la notion de design avec la notion de durabilité, pour moi, elle me paraît naturelle, dans la mesure où, dans le design, on va penser le projet dans sa globalité. On va penser en mode projet, justement, en pensant en amont, pendant et en aval. Et plutôt que de vouloir, par exemple, absolument chercher à plaquer de la pierre pour de la pierre, un designer va être capable de reposer les questions, de remettre en question le brief même d'un projet ou la demande d'un client en lui disant, mais fondamentalement par rapport à l'usage, si c'est uniquement pour des questions d'esthétique, pourquoi pas, mais on n'est pas simplement là pour faire une réponse dans l'esthétique, mais on est aussi là pour travailler sur les usages et le sens. Et en plus, on est vraiment dans une période qui est encore plus dans la quête de sens, et effectivement sur les valeurs, sur la sobriété, sur les préoccupations et les attentes environnementales. Et effectivement, tout ça doit être équilibré. Et en tant que designer, je pense qu'il est aussi important de faire comprendre aux clients ou aux commanditaires qu'il y a des choses qui sont faisables, viables, mais peut-être pas toujours désirables. C'est un petit peu l'inscription, ça s'inscrit dans le triangle. Pour moi, un projet bien équilibré, il ne va pas trop tirer vers le technique. Bien sûr que la part technique est importante. Un matériau n'est pas là par hasard, ni pour quel usage, mais il y a aussi des contraintes de faisabilité commerciale, donc de viabilité marché. Donc, est-ce qu'il y a un marché pour ça? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce qu'on peut accompagner cette demande, influencer cette demande marché? Et puis, effectivement, la pointe du triangle, en tout cas du point de vue designer, c'est la question de l'esthétique, et je vais même aller au-delà, de la désirabilité. Il y a des choses qui sont parfois souhaitables et préférables, mais qui finalement ne sont difficilement acceptables. On en parlait en amont entre nous, notamment sur des questions de décroissance, ou de ralentissement de la croissance et de décroissance, et d'écologie ou d'économie. Ce sont des mots qui sont plutôt associés parfois négativement à de la frustration, peut-être même à une forme de punition inconsciente, parce que c'est écologique, parce que ça a été conçu localement, donc c'est moche, donc c'est pas bon, ou c'est pas beau, ou c'est peut-être fonctionnel, mais ça ne fait pas envie. Je pense que justement, un des enjeux du design, et là où on a une grosse part à jouer et un rôle passionnant à accomplir, c'est qu'on doit participer à l'équilibrage de ces pôles de force du triangle, où ce n'est pas toute la technique qui peut tout résoudre. Enfin, la technique, évidemment, peut résoudre beaucoup de choses, mais si c'est purement technique,
le commanditaire ou l'utilisateur final, lui, peut-être que ça ne va pas du tout lui parler, il ne va pas du tout être sensible à ça. Il peut y avoir une demande de marché. On peut demander effectivement de faire du plaquage en marbre, mais est-ce que par rapport aux usages et par rapport à certains bénéfices ou à certains points importants dans le projet et certaines priorités, est-ce que le marbre est vraiment capital? On peut garder de la pierre, mais on peut peut-être travailler sur d'autres pierres. Et puis effectivement, sans perdre de la qualité et sans perdre de la compétence technique, c'est de retrouver des niveaux aussi d'originalité parce qu'on est dans une société qui prône l'ultra-visuel, le plaquage, le visuel, mais notre rôle en tant que designer, c'est justement de donner la profondeur à des choses qui ne sont pas uniquement visuelles, mais qui sont intrinsèquement justifiées. Donc, ça veut dire qu'en partant sur le triangle dont tu parles je dirais en l'expliquant par l'équilibre de ce triangle, tu es capable en tant que designer de modifier le cahier des charges de ton client? Absolument, absolument. Ça m'est arrivé, par exemple, en rénovant une cantine scolaire sur la ville de Saint-Étienne avec le pôle recherche de la Cité du Design. Le brief de départ, il était déjà d'une part de montrer la plus-value d'un designer lorsqu'il s'empare d'un projet de rénovation intérieure plutôt que de le confier aux services techniques de la ville qui sont très habilités à redonner des coups de peinture, à refaire l'électricité, la mise aux normes, ça, il n'y a pas de souci. Mais c'était plutôt de travailler sur la problématique de l'acoustique et du bruit, voilà, avec des enfants qui mangeaient dans un milieu quand même très bruyant, avec un personnel fatigué. Et du coup, en allant à la rencontre des gens, en travaillant sur le terrain, en discutant avec eux de manière absolument ouverte, c'est de sortir un petit peu des clichés et des choses toutes faites. Et finalement, naturellement, il m'a semblé que, par exemple, de revêtir l'intérieur avec un calpinage bois avait déjà esthétiquement, effectivement, un aspect chaleureux, évidemment. Mais au-delà de l'aspect chaleureux et de l'image chaleureuse du bois, c'était aussi, évidemment, de travailler sur l'acoustique et de designer le calpinage et aussi de travailler sur des formes d'accessoires pour qu'on ait un résultat non seulement visuellement tangible, mais aussi réel, puisque j'avais demandé à un bureau d'études de faire des mesures avant travaux et après travaux. Et effectivement, je voulais démontrer que le design n'est pas juste dans l'esthétique. L'esthétique est la résultante du projet, mais pas son point d'entrée pour moi. Effectivement, on a gagné 5 décibels en réel. Donc en ressenti, même encore plus, mais en réel, 5 décibels, ce qui est quand même notable. Si je reprends la question qu'il y avait tout à l'heure là sur le temps, on va dire, de l'argumentation du durable dans l'affaire, là, dans l'exemple que tu prends, c'est un temps qui est significatif dans la partie amont du projet vis-à-vis de ton donneur d'ordre. Ça n'énerve pas un peu le client qu'on remette en cause son approche, ou justement, quand il vient voir un designer, c'est ce qu'il attend de lui? Alors, c'est une question ultra pertinente. C'est Je te aussi une remercie. question oui, parce qu'on y est régulièrement confronté. Vous avez deux catégories de clients. Soit vous avez le client qui sait ce qu'il veut, et c'est plutôt bien d'ailleurs, c'est même parfois très bien, mais du coup, passe-moi l'expression, il va un peu tenir votre main, il va vous prendre pour un simple exécutant. Donc moi, la question que je vais lui renvoyer, c'est dans ce cas-là, prenez un artisan qualifié, un meilleur ouvrier de France par exemple, ou un compagnon, parce que moi, où est ma valeur ajoutée en fait? Mon métier, moi, tel que je l'ai défini, ce n'est pas simplement de faire des beaux dessins ou de faire des belles maquettes et de faire des beaux produits. C'est vraiment d'avoir du recul, de prendre du recul, d'avoir une approche critique sur nos modes de consommation, sur la manière dont on conçoit les produits, les espaces. Et effectivement, c'est de prendre du recul avec tout ça et finalement d'aborder avec un œil critique, mais dans le bon sens du terme, les bénéfices, où est-ce qu'on met les bénéfices. Par exemple, quand on parle d'écologie, on peut très très vite devenir complètement schizophrénique. C'est bon pour la planète, mais c'est moche, ou au contraire, c'est très beau, mais du coup, ce n'est pas du tout écologique. Il faut toujours situer avec le client de quoi on parle et où se situent les bénéfices et sur quoi on se met d'accord. Et effectivement, un client qui peut me demander de faire des chaises en bois, je pourrais lui dire, mais attendez, vous me demandez de faire une chaise en bois en plus dans votre catalogue. Est-ce qu'à partir du moment où vous travaillez le bois et vous travaillez certains outillages et certaines essences, est-ce qu'on ne peut pas, par exemple, se diversifier dans de l'acoustique, dans du mobilier urbain connecté ou se diversifier sur d'autres marchés? Puisqu'en ce moment, je me tourne aussi vers des scieries qui sont dans des logiques industrielles de volume et j'essaie de leur montrer qu'on peut aussi se diversifier dans des produits
avec de la valeur ajoutée. Voilà. Donc, effectivement, je n'hésite pas à re-questionner le brief quand je sens que le client est ouvert. En fait, le but, c'est de susciter de l'ouverture, et bien qu'on ait des idées arrêtées, c'est d'apporter une certaine inspiration pour qu'on s'autorise aussi peut-être à répondre à un besoin peut-être plus innovant, plus profond, plus sociétal, qui répond toujours à un besoin économique, mais plus profond et plus novateur. Alors, on a une question justement qui arrive dans le chat questions-réponses sur la réglementation environnementale 2020, justement. Quand on est designer, est-ce que par rapport à cette RE 2020, on va avoir aussi un rôle d'orienter le choix des matériaux qui vont être utilisés et de proposer aux clients des solutions pour être en conformité avec cette RE 2020? C'est aussi dans le rôle du designer, ça? Effectivement, ça peut être dans le rôle du designer, au même titre que d'ailleurs que les entreprises qui sont dans une démarche de responsabilité sociale et environnementale, démarche RSE. Effectivement, moi, j'encourage toujours à aller encore plus loin et à favoriser aussi, par exemple, que ce soit même sans aller jusque-là, aussi loin en termes de normes, mais déjà aussi en travaillant, en favorisant, par exemple, un écosystème de collaborateurs et de partenaires industriels sur un rayon, par exemple, de 50 km, où on voit le projet comme un écosystème, qui fait quoi, comment, pourquoi, dans quel but. On essaie de voir quelles sont les mutualisations des intérêts, hein, parce que donc, classiquement, chacun veut voir midi à sa porte, et c'est légitime. À partir du moment où je suis prêt à lâcher quelque chose parce qu'en contrepartie, j'ai un autre retour bénéfique, peut-être moins direct, mais bénéfique quand même, on module les intérêts et du coup, c'est là qu'on commence à construire quelque chose d'intéressant. Et peut-être que pour le client, à partir du moment où on peut faire une réponse qui est peut-être moins éthique, mais en parallèle, on peut faire aussi une proposition dans la commande qui est éthique. Et du coup, on l'éduque et on lui montre quels sont les bénéfices, quels sont les niveaux de bénéfices par rapport à une démarche éthique, à une démarche qui ne l'est pas ou à une démarche plus traditionnelle. Après, évidemment, le client choisit, il garde toujours la décision finale. Mais moi, je suis très heureux, par exemple, quand un client, quand je lui présente déjà mon projet, est tellement en confiance qu'il me dit, écoutez, Monsieur Bouton, moi, j'ai du mal à choisir, c'est trop dur. En fait, ils sont très intéressants, mais est-ce que vous voulez pousser un projet plus qu'un autre? À ce moment-là, là, le niveau d'influence, il est maximal en termes de projet et d'influence de projet. On voit bien donc les points de convergence entre esthétique et développement durable. Alors derrière le durable, tu l'as un petit peu évoqué tout à l'heure dans ton propos sur la première partie de la question. On parle de soutenabilité, on parle de concepts parfois de décroissance, comme tu l'as dit tout à l'heure. Alors, est-ce que design et décroissance, c'est compatible? Je pense que pour beaucoup de gens, ça ne l'est pas. C'est-à-dire qu'on est associé vraiment à la consommation de masse, parce que c'est le modèle hérité des 30 Glorieuses, hein, c'est la reconstruction, la consommation de masse, le plastique, c'est fantastique, alors que maintenant, effectivement, il est décrié, mais à juste titre. Donc, on va se tourner vers des matériaux plus nobles, pas forcément luxueux, mais plus nobles. Effectivement, je pense qu'on n'associe pas naturellement le design ou le design industriel, le designer, à la sobriété, comment dire, aux qualités environnementales ou aux vertus écologiques. Néanmoins, effectivement, on voit bien que le vent est en train de tourner et je pense que le rôle du designer, il va être d'accompagner cette transition puisqu'on est dans du matériel, puisqu'on est dans des modes de production, des modes de consommation. La question qui est sous-tendue, c'est est-ce qu'on a besoin d'autant de produits? Est-ce qu'on va posséder autant ou est-ce que les années qui vont arriver seront plutôt posséder moins, mais mieux, acheter moins, mais mieux. Et moi, je pars aussi beaucoup du principe que je me mets beaucoup par rapport à mes clients dans la posture du consommateur qui, lui, va être de plus en plus avisé, il l'est déjà, mais il est de plus en plus, et qui va beaucoup plus, au-delà d'un produit d'une esthétique, il va acheter aussi un positionnement de marque, il va cautionner des valeurs, il va être très attentif à ça, et aussi les consommateurs ou même les clients seront beaucoup plus sensibles, le sont déjà, mais le seront encore plus aux marques, aux institutions qui font ce qu'elles disent et qui incarnent vraiment ce qu'elles disent plutôt qu'elles disent ce qu'elles font. Voilà, je joue un peu sur les mots, mais en termes de posture, ça a vraiment un gros impact, une grosse différence.
Ça va plaire à Philippe, ça, de jouer sur les mots. Un philosophe, quand il entend les propos d'un designer dans ce sens-là, ça lui inspire quoi? Ah ouais, je suis 100% d'accord. D'abord, je pense qu'on est dans l'obligation en fait de consommer moins, c'est-à-dire d'extraire moins, de transformer moins, de consommer et de jeter. Voilà, il faut tirer faut appuyer sur la pédale de frein quand même assez rapidement. Et ça nous oblige à reconsidérer ce qui est déjà là, à en reconnaître la valeur et à valoriser des façons de faire. Donc, produire moins mais mieux, consommer moins en en portant plus de soins aux objets. Moi, j'ai quand même été élevé, enfin, j'ai parti à une génération où on expliquait que ça coûtait moins cher d'acheter un t-shirt et de le jeter que, en gros, de le laver et de l'entretenir. Des t-shirts à 1 euro. Bon, quand je regarde finalement le monde de ma jeunesse, quoi, enfin, où il y avait toute cette idéologie du jetable, je suis vraiment empreint à la fois d'effroi et de dégoût. Donc, et puis, Thomas disait tout à l'heure, voilà, le désirable n'est pas toujours acceptable, mais je crois que pour de plus en plus de personnes, aujourd'hui, les choses ne sont plus désirables parce qu'elles ne sont pas acceptables et qu'il y a une mise en cohérence en fait, des désirs et de l'ordre du monde qui est en train de s'opérer et qui doit nous renforcer notre conviction qu'on doit travailler autrement. J'aurais bien aimé aussi une réaction de ta part sur l'équilibre du triangle de Thomas au début. Là, moi, j'aime bien cette image technique, durabilité, esthétique, et que si on tire d'un côté, ça déséquilibre. Il y a un côté vertueux là-dedans, ça te parle? J'y vois en tout cas un outil qui permet de sensibiliser de façon assez simple, assez directe, les personnes avec qui on travaille. Les transformations ne vont pas se faire si on ne crée pas des nouveaux désirs, si on ne crée pas aussi des énergies qui convergent. Donc, ce triangle-là, mais d'autres sont aussi possibles, me semble tout à fait utile. Ce serait quoi les autres triangles auxquels tu peux faire référence? Bah, non, là, j'en ai pas, j'ai pas d'idée D'accord, tu n'avais pas d'idée. non, j'ai pas d'idée de triangle en tête, mais c'est évident qu'on doit se doter d'outils qui ne sont pas simplement des outils de conception et de production, mais qui sont aussi des manières de communiquer avec les autres pour ne pas avoir l'air voilà, de fous furieux ou fous furieuses, folles furieuses qui veulent imposer des façons de faire, mais de montrer finalement aussi la justesse et la rationalité de nos choix. Merci Philippe, merci Thomas, merci pour ces témoignages. On se dirige vers la fin de notre webinaire. Ça fait plus de 50 minutes qu'on est ensemble, on ne voit pas le temps passer. Moi, ce que je vais demander à nos invités du jour, c'est qu'ils prennent 2 minutes chacun pour nous donner leur mot de la fin, c'est-à-dire quelles seraient les idées qu'ils souhaiteraient que les auditeurs retiennent de leurs propos, les 2, 3 grands points forts, grands points d'orientation qu'il faut retenir. Chloé, pour toi, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que tu nous as témoigné en début de séance? Ouais, bien souvent, c'est vraiment de faire une réelle projection du projet, une réelle anticipation, identifier la fonction ou ce qu'on recherche à ça et savoir ce qui en est vraiment important. Au final, est-ce qu'on recherche d'avoir moins de décibels dans une cantine? Est-ce qu'on recherche d'avoir plus d'espace ou un coin plus cosy? Et du coup, de savoir en fonction de ça, qui appeler, quel matériau utiliser pour que cette fonction-là soit bonne et pas juste un caprice et quelque chose d'éphémère, souvent mal fait. Merci Chloé. Victor, toi, quelles sont les 2, 3 idées que tu souhaites qu'on retienne de ton intervention? Écoute, simplement l'idée d'espérance, parce qu'on pourrait en parler des heures, mais j'ai aussi plein d'exemples de On a 8 clients. minutes, si tu veux, pour parler d'espérance. On a des architectes qui sont venus nous voir en nous spécifiant la volonté pour des projets de grosse architecture, de magasins sur les Champs-Élysées, ce genre de choses,
pour des grosses pointures du luxe mondial qui sont venus nous voir en nous demandant d'employer spécifiquement de la pierre française. On a des designers qui dessinent du mobilier, qui cherchent à s'auto-éditer en intégrant même par exemple pour la tapisserie non plus toutes ces mousses, etc., mais à regarder ce qu'il y a à l'intérieur d'un canapé, par exemple, et qui ne cherchent plus simplement l'ergonomie, mais même, on va dire, le moyen le plus simple d'avoir cette ergonomie-là, ou on va dire le plus durable, donc qui cherchent à repenser par exemple, la sellerie avec du crin de cheval, ce genre de choses, mais avec des formes absolument modernes. Enfin, je ne parle pas de petit artisanat de bas échelle, je parle vraiment de gens installés et qui sont dans cette démarche-là. Et nous, ça nous fait chaud au cœur parce que ça remet on va dire, au centre du débat le savoir-faire, le sens qu'il a, la place qu'il a, l'emploi juste du matériau, etc. Et il y a plein d'exemples comme ça. Donc de l'espoir, moi, c'est intéressant ce que tu dis parce qu'on voit en prospective, on parle de germes de changement et tout ce que tu viens de nous noter, ce sont des germes de changement, c'est-à-dire des petites choses qui, fondues dans une masse, en fait, montrent que les habitudes évoluent et les manières de faire évoluent et qu'à terme, à 20, 30, 40, 50 ans, ce sont ces germes de changement qui viendront l'aspect massif de la suite. Je comprends du coup l'espérance que tu nous fais partager. Thomas, toi, on retient quoi les 2-3 grandes idées de ton propos? Pour moi, je pense que si je devais faire une synthèse, en tout cas dans mes préoccupations de designer et dans ma démarche, le point central, que ce soit dans la manière d'aborder les projets et mes clients, c'est de mettre la notion de l'usage au centre, toujours l'usage parce qu'elle est à la fois intimement liée à nous en tant qu'humains, et donc qui dit usage dit évolution des usages. On aura toujours a priori besoin de s'asseoir, on aura toujours besoin de dormir, de manger, de s'éclairer, mais nous sommes dans une société très, très complexe qui évolue. On désire aussi parfois ralentir le rythme, justement, c'est pour ça qu'on parlait de décroissance, mais on parle aussi de notions comme de slow travel, slow food. Donc, l'usage, il évolue et c'est ça qui est passionnant et qui reste fondamental. Et pour moi, c'est le pivot qui permet d'équilibrer à la fois la faisabilité, la partie technique, la compétence technique, la prouesse technique, et puis l'esthétique, la désirabilité qui, elle, peut être complètement déconnectée de la réalité et produire des aberrations comme on l'a vu dans les exemples précédents. Je pense que la notion d'usage, pour moi, elle est le pivot, elle est le point d'équilibre. Et effectivement, elle permet de centrer les choses. Et puis, effectivement, l'usage, pour moi, il est transversal. Et du coup, je pense aussi que par rapport au design, par rapport au développement d'espace et de produits, ça permet aussi de mettre à plat la question du besoin et de l'envie. De quoi on a besoin, de quoi on a envie, de quoi on a réellement besoin. Et du coup, une fois qu'on a étudié de quoi on a réellement besoin, de quoi on a vraiment envie, et juste pour terminer, je repensais à Charlotte Perriand qui collaborait avec Le Corbusier. Elle avait très bien compris que dans son rôle de designer et d'aménagement intérieur, elle avait compris, qu'elle disait elle-même cette petite phrase, qu'il fallait concevoir et replacer l'humain au centre des objets et qu'en gros, les objets étaient faits pour l'homme et non l'homme pour les objets. Alors, c'est pas pour rien qu'on a commencé notre série de webinaires par justement l'usage dans ces constructions intérieures. Philippe, je te propose de clôturer ce tour autour de l'esthétique. Toi, qu'est-ce que tu retiens de tous ces témoignages? Quelles sont les 2-3 idées fortes que tu souhaites partager avec l'ensemble des auditeurs? Je crois qu'aujourd'hui, on a besoin d'une esthétique, et que la question de l'esthétique, c'est une question centrale. On a besoin d'une esthétique qui parvienne à défendre et à promouvoir l'architecture écologique ou la construction écologique et plus largement une culture de l'écologie. Donc, une esthétique au service d'une culture de l'écologie qui nous permettrait de comprendre au-delà de l'apparence d'un produit, quelle que soit son échelle ou son usage, qui nous permettent de comprendre la juste utilisation des matériaux et de revaloriser les matériaux et d'en voir la beauté, de savoir l'apprécier,
qui permettent de valoriser les savoir-faire et de se rendre compte que derrière, voilà, d'apprécier aussi à leur juste valeur, justement, toutes ces compétences humaines qui se sont incarnées dans la transformation de ces matières pour fabriquer un produit, mais qui nous permettent aussi de nous interroger sur le juste travail, sur les bonnes conditions de travail, parce qu'on peut avoir des matériaux biosourcés et une exploitation des hommes et des femmes qui ont contribué à le transformer. Donc, cette esthétique, c'est aussi une esthétique du travail. Et donc, il faut tenir toutes ces dimensions-là ensemble. Et on remet encore, du coup, l'humain au cœur de l'esthétique, là, et non pas au cœur de l'objet, comme Thomas le citait tout à l'heure. Absolument. Merci à tous pour ces témoignages, pour votre intérêt pour ces échanges. Je vous donne rendez-vous au prochain webinaire qui aura lieu le 4 juin. 4 juin, avec pour thème non plus ni l'usage, ni la santé, ni l'esthétique, mais le numérique. Donc, le thème « La main et le numérique ». Donc, on sera en plein dans les actualités du moment. Merci aux éditeurs pour leur confiance, pour leurs questions, pour le partage et puis pour leur intérêt pour les travaux qui sont proposés par les compagnons du devoir. Merci à tous et rendez-vous le 4 juin. Au revoir. Merci. Au revoir.